Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. John Boyer va frapper à la porte du numéro 13 sans obtenir de réponse. Et la porte est fermée. Boyer, qui sait qu'une dispute violente entre un certain Barnett et Mary Kelly avait occasionné le bris d'un des panneaux vitrés, va sortir dans la cour, il va passer une main à travers l'ouverture pour écarter le rideau de mousseline. Et là, c'est une vision d'horreur qui se présente à lui. Il voit une femme dénudée, allongée sur le lit, couverte de sang et apparemment morte. Sans attendre d'effectuer un examen plus détaillé, évidemment, il court avertir son employeur. McCarthy regarde à son tour à travers la fenêtre et, convaincu de la justesse des observations de Boyer, donc il va l'envoyer au poste de police le plus proche. La pauvre femme était allongée sur le dos, la gorge tranchée, très profondément, d'une oreille à l'autre. Les oreilles et le nez ont été coupés, de même que les seins qui étaient posés sur une table de nuit adjacente au lit. L'estomac et l'abdomen ont été largement ouverts, tandis que les traits du visage étaient complètement méconnaissables suite aux mutilations terribles qui ont été infligées. Les reins, le cœur ont été retirés du corps pour être également placés sur la table, à côté des seins. Le foie, détaché de la cavité abdominale, reposait sur sa cuisse droite. Les parties les plus basses du corps, ainsi que l'utérus, ont été tranchées. Les cuisses ont également été horriblement mutilées. On ne peut pas, je crois, imaginer vision plus effroyable que ce que je suis en train de vous lire. Les vêtements de la femme étaient placés de l'autre côté du lit, comme s'ils avaient été retirés et rangés de façon ordinaire. Les draps étaient au pied du lit, un geste que le meurtrier a dû effectuer après avoir tranché la gorge de sa victime. Aucune trace de lutte n'était apparente, pendant qu'une fouille des lieux qui a été faite, on n'a pas retrouvé non plus l'arme du crime, bien sûr. Pendant l'enquête officielle du 12 novembre, le détective à Berlin va apporter un élément nouveau. Voilà ce qu'il dit. J'examinais la pièce après que la porte eût été forcée. Par la police, au vu de l'état de l'âtre, il a paru évident qu'un feu d'importance avait brûlé. Les cendres indiquaient que des vêtements féminins avaient nourri les flammes. D'après moi, ça aurait permis au meurtrier de s'illuminer pour commettre son forfait. Parmi les vêtements, on distinguait un morceau de robe et le bord d'un bonnet. Vous avez un autre rapport qui indique aussi que l'anse et le bec d'une bouilloire avaient fondu sous l'emprise de la chaleur dégagée par la cheminée. Vous imaginez un peu le temps qu'il devait faire dans cette chambre. Si on suppose que ce que dit à Berlin est vrai, que le feu servait à illuminer la chambre, on peut quand même se poser des questions. En tout cas, la première question, c'est que Marie avait quand même de quoi s'éclairer, puisqu'on a trouvé une bougie à demi consumée sur la table de nuit. Mary Kelly, justement, on avait acheté à la boutique de McCarthy, son employeur, le mercredi 7 son propriétaire, le 7 novembre. En plus, si le feu avait été tellement intense, les témoins divers n'auraient pas manqué de s'en rendre compte. Or, ça n'apparaît dans aucune déclaration. Rien n'indique non plus que la bouilloire est obligatoirement fondue cette nuit-là. Donc, il aurait pu s'agir d'un feu tout à fait normal. Il est certain que, vu le temps qu'il fait à ce moment-là, le feu a certainement servi à se réchauffer. On est en novembre, on est à Londres, faut pas oublier, il pleut, on va dire c'est normal. Mary Kelly, je dis c'est normal, mais à chaque fois que je vais à Londres, il fait super beau. Mary Kelly est sortie toute la soirée, sa chambre est forcément froide, et quand elle revient, forcément avec un client potentiel en plus, forcément, au milieu de la nuit, il fait froid. Curieusement, l'enquête officielle va s'achever au bout d'une seule et unique journée de témoignage. Le coroner MacDonald va indiquer mystérieusement « Il existe d'autres preuves que je ne souhaite pas mentionner car si l'on divulguait publiquement tous les faits concernant cet horrible forfait, nous ne ferions qu'entraver les efforts de la justice. » Alors là, inutile de vous dire
que tous les partisans de la thèse du complot visant à cacher l'identité secrète de Jack l'Éventreur boivent du petit lait à ce genre de phrases, à ce genre de déclarations, évidemment. Probablement, il devait avoir agi à la demande de la police, bien sûr, pour garder le secret sur pas mal de mutilations de la victime et comme ça confondre les suspects futurs ou les aveux de supposés éventreurs. Encore une fois, hein, la police à cette époque-là est submergée par des milliers de lettres signées Jack l'Éventreur ou par des détraqués qui viennent au poste pour se dénoncer. Ça existe encore aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas à cette époque-là. Ce n'est que d'ailleurs tout récemment que Scotland Yard a découvert dans ses archives le rapport médical du docteur Bond qui va autopsier Mary Kelly en présence de ses confrères, les docteurs Phillips et Brown. Je vous le lis, tel qu'il est. Le corps était allongé au milieu du lit. Les épaules à plat, mais l'axe du corps était légèrement incliné vers le côté gauche du lit, la tête tournée sur la joue gauche. Le bras gauche se trouvait le long du corps, avec l'avant-bras replié à angle droit et reposant en travers de l'abdomen. Le bras droit, quelque peu détaché du corps, se trouvait sur le matelas, tandis que l'avant-bras posé sur l'abdomen laissait apercevoir les doigts serrés. Les jambes étaient largement écartées, la cuisse gauche formant un angle droit avec le tronc, tandis que la cuisse droite dessinait un angle obtus avec le pubis. Toute la surface extérieure de l'abdomen et des cuisses a été arrachée, alors que les viscères ont été retirés de la cavité abdominale. Les seins sont coupés à leur base, les bras mutilés par de nombreux coups de couteau irréguliers, et le visage est totalement méconnaissable. Les tissus du cou ont été sectionnés jusqu'à l'os. Les viscères ont été éparpillés un peu partout. L'utérus, les reins et un des seins se trouvent sous la tête. L'autre sein près du pied droit. Le foie entre les pieds. Les intestins à la droite du corps. La rate à la gauche du corps. Des lambeaux de chair de l'abdomen et des cuisses ont été empilés sur une table. Le cœur a été retiré et n'a pas été retrouvé. Et alors le rapport se poursuit par une description post-mortem des organes. Il décrit l'utérus comme étant en condition normale et non gravide, ce qui coupe aussi la légende qui voulait que Mary Kelly soit enceinte de 3 mois. Le document corrige également les approximations de l'article du Times dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il remet à leur place aussi certaines descriptions fantaisistes de mutilations infligées à Mary Kelly, selon lesquelles l'utérus aurait été emporté par l'assassin ou les viscères accrochés à des clous au mur surplombant le lit, mais surtout, ce rapport médical révèle un fait d'importance, ignoré de tous jusqu'à ces dernières années. Jack l'Éventreur est parti en emmenant avec lui le cœur de la victime. Et c'est peut-être ce fait caché auquel le coroner MacDonald faisait allusion quand il indiquait qu'il existait d'autres preuves qu'il ne souhaitait pas mentionner. Le docteur Bond conclut qu'une même main a tué les 5 victimes, Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Kelly, tandis que le docteur Phillips pensait lui que Catherine Eddowes était à exclure des crimes attribués à Jack l'Éventreur. L'assassinat de Mary Kelly et la démission simultanée évidemment du préfet de police Sir Charles Warren marquent un point final au forfait perpétré par Jack l'Éventreur. Mais dans les mois et dans les années qui vont suivre, vous avez plusieurs autres crimes qui vont faire croire quand même que son règne de terreur se poursuivait. La panique va s'éveiller à nouveau le 17 juillet 1889 quand un policier va découvrir le cadavre d'une femme dans Castle Alley, pas très loin de Whitechapel High Street. Les similitudes avec les crimes de Jack l'Éventreur sont importantes. Alice Mackenzie est une prostituée de 40 ans, elle est morte la gorge tranchée, la robe remontée à hauteur des cuisses qui laisse entrevoir des blessures à l'abdomen. Encore une fois, les 2 médecins, le docteur Bond et Phillips, vont offrir des opinions totalement divergentes sur ce crime. Le docteur Bond pensait que l'Éventreur s'était remis au travail, tandis que le docteur Phillips concluait à l'œuvre d'un autre assassin, et il se basait en ça sur le fait que l'arme du crime aurait été différente, un couteau à la lame plus courte, et que les blessures à l'abdomen auraient été causées par des ongles. Alors ce nouveau meurtre va dépeupler encore un peu les rues de Whitechapel, des prostituées qui existaient bien sûr, comme le remarque l'article du Times, un phénomène qui va se produire donc pour la première fois depuis le début de cette série de crimes. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre tous ces crimes-là pour que les prostituées commencent à se dire c'est peut-être pas le moment de sortir dans les rues de Whitechapel, c'est quand même fou.
Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.